Intro. Qu'est-ce qui a vraiment coulé l'Edmund Fitzgerald? Nous avons entendu les théories, la tempête, les vagues, les panneaux d'écoutille. Mais une nouvelle exploration vient de trouver quelque chose qui balaie toutes ces théories. Un drone sous-marin à la pointe de la technologie a pénétré dans la passerelle du navire. Un endroit intact depuis 50 ans. Et ce qu'il a trouvé à l'intérieur est une anomalie que la science ne peut pas expliquer. Ce n'est pas juste une autre plongée, c'est une découverte qui réécrit le chapitre final du plus grand mystère des Grands Lacs et la perte de ses 29 membres d'équipage, ce que le drone a vu. La date est le 10 novembre 2024, presque 50 ans jour pour jour, depuis que l'Edmund Fitzgerald a disparu. Un navire de recherche high-tech flotte au-dessus des coordonnées de l'épave. En dessous, c'est un cimetière. L'eau est en permanence à 1 degré Celsius. La pression est de plus de 16 bars. C'est un vide sans lumière et écrasant. Les plongées précédentes avaient cartographié l'extérieur de l'épave. Elles montraient le navire cassé en deux, la proue droite, la poupe renversée. Mais la passerelle, le centre de commandement du navire, était toujours trop dangereuse pour y entrer. C'est un enchevêtrement d'acier effondré et de câbles emmêlés. Envoyer un plongeur humain ou même un robot maladroit à l'intérieur était un voyage sans retour. Mais cette fois, c'est différent. L'équipe utilise un nouveau drone. C'est un petit submersible de la taille d'un pamplemousse équipé de caméras haute définition, de lidar et d'un système de navigation IA. Il est conçu pour se glisser à travers les fissures, éviter les dangers et construire un modèle 3D parfait de ce qu'il voit. Sur le navire de recherche, la salle de contrôle est silencieuse. Le pilote guide le drone vers la proue. Le navire massif de 222 mètres de long émerge de Permanent Pent. L'obscurité, un fantôme recouvert d'une épaisse couche de rouille et de limon. Le drone file au-dessus du pont, passe les panneaux d'écoutille cassés et s'approche de la timonerie. Les fenêtres de la passerelle sont toutes soufflées par la pression du naufrage. Le pilote du drone trouve une ouverture et, lentement, prudemment, pousse la machine à l'intérieur. Les premières images de l'intérieur de la passerelle crépitent sur l'écran. C'est le chaos. Le limon couvre tout sur plusieurs centimètres d'épaisseur. Des câbles pendent du plafond comme des algues. La barre du navire est toujours là, enterrée dans la boue. Les tasses à café de l'équipage sont toujours dans leur support, remplies de vases. C'est exactement ce que les scientifiques s'attendaient à voir après 5 décennies dans les profondeurs. Puis, la lumière du drone touche quelque chose. Dans le coin arrière de la salle de contrôle, posée sur une console déformée, se trouve un seul objet, la caméra I à zoom. C'est un lourd télégraphe de commande des machines en laiton. C'est l'appareil que le capitaine aurait utilisé pour envoyer des commandes de vitesse à la salle des machines. Mais voici le hic. Il n'est pas enterré dans le limon. Il n'est pas couvert de rouille. Il est propre. Pas juste propre, mais poli. Le laiton brille dans les lumières du drone comme si quelqu'un l'avait lustré ce matin-là. Il n'y a pas un grain de limon, pas une trace des rusticles bactériennes qui couvrent chaque autre centimètre de l'épave. C'est une anomalie parfaite et impossible. De retour sur le navire, l'équipe de recherche est stupéfaite. Cela n'a aucun sens. Rien, absolument rien, ne peut survivre 50 ans au fond du lac supérieur sans être complètement couvert et corrodé. Le courant du lac n'est pas assez fort pour sabler un seul objet propre tout en laissant tout autour enterré. Une fuite chimique pourrait dissoudre la rouille, mais elle ne polirait pas le laiton. Ils vérifient les données. Ils relancent les scans. Les capteurs du drone le confirment. L'objet est là. C'est du laiton. Et il est impeccable. Le plus fou, c'est que cette découverte brise toutes les anciennes théories. Une tempête n'a pas poli ce télégraphe. Un haut fond ne l'a pas nettoyé. Cet objet impossible ouvre une nouvelle question terrifiante. Que s'est-il vraiment passé dans les derniers moments à l'intérieur de cette passerelle? La découverte par le drone de cet objet impossible nous force à revenir sur toute l'histoire. Le navire de luxe. Pour comprendre pourquoi cette anomalie est si choquante, vous devez comprendre ce qu'était l'Edmund Fitzgerald. Ce n'était pas juste un navire, c'était LE navire. Quand il a été lancé le 7 juin 1958, il était le plus grand et le plus cher cargo jamais construit sur les Grands Lacs. On l'appelait la Reine des Lacs. Il mesurait 222 mètres de long, la taille maximale pouvant passer par les écluses du Saule. Et écoutez ça, ce n'était pas juste un cheval de trait, c'était un palais flottant.
Alors que la plupart des marins vivaient dans des quartiers exigus et basiques, l'équipage du Fitzgerald avait la climatisation et des salles de bain carrelées. Il avait même un salon de luxe pour les invités et un office pour les cadres de la compagnie. C'était le premier navire des lacs construit avec une coque entièrement soudée. Une conception qui était censée le rendre plus solide que n'importe quel navire avant lui. Pendant 17 ans, il a été la fierté du côté américain. Il a battu des records de cargaison 6 fois, transportant plus de 23 000 tonnes de boulettes de taconite de minerai de fer du Minnesota aux aciéries de Détroit et Toledo. Il était rapide, il était solide, et tout le monde croyait qu'il était insubmersible. Mais il y avait des signes, des présages, à ce sujet. Son lancement en 1958 a été un vrai désastre. Il a fallu 3 essais à la femme qui le baptisait pour casser la bouteille de champagne contre la coque. C'est un énorme mauvais présage pour les marins. Quand le navire a finalement glissé de côté dans l'eau, il a créé une vague massive qui a trempé la foule de 15 000 spectateurs. La vague était si inattendue qu'un homme qui regardait aurait apparemment subi une crise cardiaque sur place et serait décédé. Ce n'était pas le départ en douceur que tout le monde espérait. Pourtant, le navire a gagné la confiance des hommes qui y travaillaient. Son dernier capitaine, Ernest McSorley, était un vétéran de 44 ans des lacs. C'était un homme calme et respecté, pas un preneur de risques. Ce voyage en novembre 1975 était censé être l'un de ces derniers. Il prévoyait de prendre sa retraite à la fin de la saison. Lui et son équipage de 28 hommes faisaient confiance à ce navire. Il l'avait navigué à travers des centaines de tempêtes. Il n'avait aucune raison de croire que celle-ci serait différente. Ce dossier impeccable et cette confiance profonde rendent la disparition finale et silencieuse du navire encore plus glaçante. La disparition silencieuse. Le 9 novembre 1975, le Fitzgerald a chargé 23 670 tonnes de boulettes de taconite et a quitté Superior, Wisconsin. Un second navire, l'Arthur M. Anderson, voyageait avec lui à environ 15 à 25 km derrière. Les bulletins météo étaient mauvais, mais pas impossibles. Une tempête se préparait, mais ce n'était pas n'importe quelle tempête, c'était une sorcière de novembre. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'une sorcière de novembre est un phénomène terrifiant des Grands Lacs. C'est une bombe météorologique. Une masse d'air froid et sec du Canada percute une masse d'air chaud et humide du golfe du Mexique et elles entrent en collision juste au-dessus de l'eau relativement chaude du lac. La pression chute et les vents explosent. Le jour suivant, le 10 novembre, la tempête s'était transformée en monstre. Les vents hurlaient à plus de 110 km à l'heure. C'est la force d'un ouragan. Les vagues ont grimpé à 7 mètres et demi et certains capitaines cette nuit-là ont rapporté avoir vu des vagues scélérates, des monstres de 10 mètres. Ils les appelaient les 3 sœurs, une série de 3 vagues massives qui frappent l'une après l'autre, si vite qu'un navire ne peut pas récupérer. Le Fitzgerald était au cœur de tout cela. Vers 3h30 de l'après-midi, le capitaine McSorley a contacté l'Anderson par radio. Sa voix était calme, mais les nouvelles étaient mauvaises. Il a rapporté « J'ai un garde-corps abîmé, 2 évents perdus ou endommagés et une gîte. » Une gîte. C'est le seul mot qu'aucun marin ne veut entendre. Cela signifie que le navire prend l'eau. McSorley a aussi rapporté que son radar était en panne. Il naviguait à l'aveugle dans un ouragan, utilisant l'Anderson pour le guider vers la sécurité de la baie Whitefish, qui n'était qu'à environ 27 km. Si proche. Pendant les quelques heures suivantes, les 2 capitaines sont restés en contact. L'Anderson était frappé par les mêmes vagues. Son capitaine, Bernie Cooper, a dit plus tard qu'il avait regardé le Fitzgerald se faire frapper par 2 de ces vagues, 3 sœurs. Il l'a vu être complètement enterré sous l'eau, disparaître de vue, puis tout secouer. À 7h10 du soir, le second de l'Anderson a contacté le Fitzgerald une dernière fois par radio. Il a posé une simple question. « Fitzgerald, comment vous tenez-vous » Le plus fou, ce sont les derniers mots de McSorley. Ce n'était pas un appel à l'aide, ce n'était pas un « Mayday ». Sa voix est revenue, calme comme toujours. Nous tenons bon. Juste 10 minutes plus tard, le Fitzgerald a disparu de l'écran radar de l'Anderson. 1 minute, c'était un point solide. La suivante, rien. Juste des parasites. Pas de SOS. Pas de fusée de détresse. Pas d'appels finaux. Le navire, son capitaine et ses 28 membres d'équipage avaient juste disparu, avalés par le lac. L'Anderson a fait demi-tour et est retourné dans cette tempête monstre pour chercher son ami. Mais il n'y avait rien à trouver.
Juste 2 canots de sauvetage écrasés et quelques débris. 4 jours plus tard, un avion de la marine a trouvé l'épave. Elle était à 160 mètres de profondeur, exactement là où l'Anderson avait dit qu'elle serait. Le navire était en 2 morceaux, la proue et la poupe séparées, racontant l'histoire d'une fin soudaine et violente. Cette fin soudaine et silencieuse est ce qui a créé un mystère de 50 ans. Trop rapide pour un Mayday sans survivants? Les enquêteurs n'avaient que l'épave brisée et beaucoup de questions. Cela a lancé un débat de 50 ans, opposant le gouvernement, les propriétaires du navire et les familles des marins les uns contre les autres. En gros, il y avait 4 théories principales. Théorie 1. Les panneaux d'écoutille qui fuient. C'était le rapport officiel de la garde côtière des États-Unis en 1977. Ils ont affirmé que les 21 panneaux d'écoutille massifs en acier du navire n'étaient pas correctement sécurisés. Le rapport disait que les vagues puissantes les avaient arrachés et l'eau s'était déversée dans la cale, entraînant la proue vers le bas comme un sous-marin. Mais voici le hic. Les familles membres de l'équipage étaient indignées. Cette théorie blâmait essentiellement les hommes pour leur propre faim, disant qu'ils n'avaient pas fait leur travail. Le capitaine Max Orley était un capitaine méticuleux. Son équipage était expérimenté. Ils ont insisté qu'il n'y avait aucune chance qu'ils étaient aussi négligents dans une tempête. Théorie 2. Le haut fond de Sisbras. C'est la théorie que l'association des transporteurs des lacs, les propriétaires du navire, a poussée. Ils ont argumenté que le navire avait été blessé bien avant qu'il ne coule. Vous vous souvenez comment le capitaine Cooper sur l'Anderson suivait le Fitzgerald? Il a dit que le Fitzgerald avait navigué très près d'une zone dangereuse et peu profonde, appelée le haut fond de Sisbras. Les cartes de cette zone étaient reconnues pour être mauvaises. L'idée est qu'il a raclé son fond, déchirant une entaille dans la coque. Cela expliquerait le rapport de Max Orley d'une gîte. Si c'est vrai, le Fitzgerald prenait lentement, silencieusement l'eau pendant des heures. La tempête a juste terminé le travail. Théorie 3. Défaillance structurelle catastrophique. Celle-ci est terrifiante. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le Fitzgerald avait été allongé en 1969. Ils l'ont littéralement coupé en 2 et ont ajouté une nouvelle section médiane de 25 mètres pour transporter plus de cargaison. Certains ingénieurs craignaient que ce travail d'étirement ait affaibli le navire. La théorie est qu'une de ces vagues, 3 sœurs, a soulevé la proue et une autre a soulevé la poupe, laissant la longue et lourde section médiane complètement sans support. Avec des milliers de tonnes de minerais à l'intérieur, le stress serait inimaginable. Crac! Le navire se serait cassé en 2 à la surface et aurait coulé en quelques secondes. Cela expliquerait pourquoi il n'y a pas eu d'appel Mayday. La fin aurait été aussi rapide. Théorie 4, la vague scélérate. C'est similaire, mais se concentre sur une vague monstre. Une seule vague de 10 mètres ou plus grande aurait pu balayer le navire entier, poussant la proue vers le bas et sous l'eau avant qu'elle n'ait une chance de récupérer. Avec l'avant submergé et les moteurs poussant toujours, il se serait enfoncé tout droit vers le fond. Pendant 50 ans, tout le monde a débattu de ces 4 théories. Tempête, au fond ou acier. Mais aucune d'entre elles, pas une seule, ne peut expliquer ce que ce drone vient de trouver. Un télégraphe en laiton poli et impeccable. Cette découverte change tout, ce que l'anomalie signifie. Alors, voici l'affaire. Nous sommes maintenant laissés avec un puzzle. Le mot anomalie impossible, à l'intérieur de la passerelle, ne correspond à aucune des anciennes idées. Les gens qui regardent ceci cherchent un mystère. Et pendant 50 ans, le mystère était « Qu'est-ce qui a coulé le navire ?» Maintenant, le mystère est « Qu'est-ce que cette chose dans la salle de contrôle ?» Parlons concrètement. Est-ce qu'il nous manque un détail clé? Le fait est que ce télégraphe en laiton nous force à regarder des possibilités nouvelles et plus étranges. Une anomalie magnétique massive, connue pour se produire dans le substrat rocheux riche en fer sous le lac supérieur, aurait-elle pu causer le désastre? Les marins ont rapporté que les boussoles tournaient follement dans cette zone. Peut-être qu'une impulsion magnétique a brouillé le radar de Max Orley et a fait quelque chose d'autre. Quelque chose qui, 50 ans plus tard, repousse toujours le limon et la rouille de cet unique objet. Ou qu'en est-il de la cargaison? Les boulettes de taconite sont du fer traité. Une réaction chimique, déclenchée par l'eau inondant la cale, aurait-elle pu envoyer une charge électrique massive à travers le navire? Aurait-elle pu magnétiser la passerelle, transformant cet unique objet en laiton en une curiosité scientifique? Ce que la plupart des gens ne réalisent pas,
c'est que l'épave est une tombe protégée. Personne ne peut descendre et la toucher. Personne ne peut récupérer ce télégraphe pour l'étudier. Donc pour l'instant, tout ce que nous avons, c'est cette seule vidéo déconcertante d'un drone. Les anciennes théories de tempête et de haut fond sont logiques. Elles ont du sens, mais elles n'expliquent pas l'anomalie. Les théories folles d'ovnis ou de monstres du lac ne sont que des histoires. Mais le laiton poli, c'est réel. Le drone l'a vu. C'est le seul indice qui nous dit que la fin de l'Edmund Fitzgerald était plus étrange, plus violente et plus mystérieuse que n'importe lequel d'entre nous n'avait jamais imaginé. Outreau, ce laiton poli, est un message des profondeurs. Mais qu'essaie-t-il de nous dire ? Le Fitzgerald était-il une victime de la tempête ou de quelque chose d'entièrement différent ? Dites-nous votre théorie ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner